Et bonjour à tous et à toutes les amis, ici Margoulax, et aujourd'hui nous allons parler d'un problème qui a largement rebattu l'actualité ces derniers temps. Je vais évidemment vous parler de l'Afghanistan. Alors, le problème afghan, alors pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, en gros les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, et donc on va un petit peu discuter de tout cela, on va faire un petit rappel historique aussi, et on va voir aussi que malheureusement, ce qui se passe en Afghanistan, c'est le reflet de nos plus gros défauts en termes de politique étrangère, et aussi, c'est l'aveu d'un échec cuisant, à savoir l'échec de la politique otanienne et états-unienne. Or, une fois n'est pas coutume, j'ai mes petites notes avec moi, hein, évidemment, vous le savez très bien. Alors, l'Afghanistan, du coup, premièrement, on va parler un petit peu du point de vue géographique. L'Afghanistan, c'est un pays montagnard qui a une tradition très indépendantiste, quel que ce soit en termes culturels et en termes politiques. Alors, pourquoi est-ce que l'Afghanistan a développé cet aspect très indépendantiste culturo-politique? Premièrement, c'est parce qu'il est dans une enclave, enfin dans une enclave non, mais il est entouré de quatre grandes puissances, à savoir l'Iran, la Chine, la Russie et l'Inde. Et par conséquent, la géographie formant quelque peu aussi les mentalités des peuples, il n'est pas étonnant que le peuple afghan ait un attachement très fort à sa souveraineté, car quand on est entouré de grandes puissances qui ont des identités très fortes, hein, que ce soit l'Iran, la Chine, la Russie et l'Inde, identitairement et religieusement, entre guillemets aussi, ils ont des identités très fortes, très marquées, très hétéroclites les unes par rapport aux autres. Donc du coup, ça force l'Afghanistan à se démarquer de ces quatre grandes puissances, premièrement. Secondement, il faut noter aussi que le côté montagnard de ce pays en fait un pays géopolitiquement très compliqué à gérer, enfin militairement plutôt très compliqué à gérer en termes d'action, mais ça on en reparlera plus tard. C'est un pays musulman depuis tellement longtemps qu'en fait là-bas, la religion musulmane a pris des aspects spécifiques. Par exemple, la prière en Afghanistan ne peut ne pas se faire en arabe, elle peut se faire en persan et en pashtun, ce qui théoriquement est interdit par l'islam. Or du coup, c'est bien joli tout ça, mais alors, l'Afghanistan, rappel historique, hein, déjà on l'appelle le tombeau des empires, hein, c'est pas nouveau. Pour ceux qui ont lu le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski, on en parle aussi dans le livre. Alors, on va faire un petit historique de toutes les invasions qu'ont subies et que subit encore aujourd'hui même l'Afghanistan. Déjà, 1747, il y a eu l'Empire russe et l'Empire britannique, il y a eu l'invasion soviétique, et il y a aussi maintenant les États-Unis et l'OTAN. Alors, ce qui est assez surprenant en fait, c'est qu'aucune de ces invasions militaires n'a été efficace. Aucune de ces actions géopolitiques n'a été efficace. Tous les empires se sont cassés les dents sur l'Afghanistan, ce qui est assez étonnant car c'est une prouesse pour un pays si petit, un pays si enclavé, et un pays avec si peu de moyens financiers. Le PIB de l'Afghanistan, ça reste quand même que 20 milliards d'euros aujourd'hui, enfin 20 milliards de dollars, c'est quand même pas énorme. On va parler de géographie. Il y a un lieu qui est le terreau du terrorisme pour le moment au Moyen-Orient, enfin qui l'a été surtout à l'époque des années 80-90, mais qui peut toujours l'être aussi aujourd'hui, c'est la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan du Sud et du Sud-Est. C'est un lieu très terreau du terrorisme, c'est d'ailleurs là que s'est formé Al-Qaïda par exemple, et c'est là-bas que se forment des composantes plus radicales, notamment aussi les talibans. Que faire de cette zone géographique? Déjà en fait, il faut savoir culturellement, déjà les Afghans et les Pakistans sont pas tellement d'accord sur la frontière, donc du coup c'est une zone qui est même pas tellement surveillée en termes policiers et militaires, et puis étant un endroit très montagneux, c'est quasiment impossible de le surveiller. Donc l'Afghanistan, en termes de sûreté et de sécurité de l'État, est un pays très problématique de ce point de vue-là. Alors on va faire un petit panorama ethnique. Hein. Alors du coup, du point de vue ethnique, l'Afghanistan est un pays qu'on pourrait qualifier de pays multiculturel, étant donné qu'il y a 9 types d'ethnies différentes en Afghanistan. Alors, c'est non exhaustif, par exemple, il y a les Pashtuns, les Turkmènes, les Ouzbeks, enfin, je vous mettrai la carte sur la vidéo. Enfin voilà, il y a énormément d'ethnies qui cohabitent dans ce pays, ce qui peut aussi amener à d'autres problèmes identitaires d'un côté, et donc du coup à des conflits de l'autre. Notamment dans ces trois groupements régionaux, à savoir le groupement où les Pashtuns, par exemple, sont présents et les Aimak, il y a les Turkmènes et les Ouzbeks, et il y a les Pani, enfin bref, vous voyez bien que, en fait, ça peut amener à des problèmes de conflit aussi de ce point de vue-là, car il est prouvé que les sociétés multiculturelles sont souvent les sociétés les plus violentes. Alors du coup, petit parallèle historique, parce que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on démarre. Donc d'une chose, c'est qu'entre 800 et 2000, il y a une continuité dans le fanatisme religieux musulman en Afghanistan. Par exemple, après la période bouddhiste, les talibans ont enlevé tous les signes religieux bouddhistes, tout comme d'ailleurs l'État islamique l'avait fait quand ils avaient envahi les pays arabes, ils ont enlevé toute forme de culture autre que la culture entre guillemets musulmane pure selon leur lecture du Coran. Mais à noter que l'Afghanistan a eu une parenthèse laïque, et ça on en parle très peu, entre 1950 et 1970, sous le roi Mohamed Zahir Shah, qui parlait couramment le français et dont la cour parlait le français. Et donc du coup c'était entre guillemets un roi, je ne dirais pas progressiste non plus, mais en tout cas un roi laïque, et au sens laïque français. Car à l'époque, il y avait aussi le régime turc d'Atatürk qui s'inspirait directement de la laïcité à la française, et donc du coup par effet d'influence, l'Afghanistan est aussi tombé dans cette période laïque par exemple, donc c'était assez intéressant, donc inspiré directement d'Atatürk. Ce pays était même, entre guillemets, tellement développé culturellement au niveau de la laïcité qu'en 1968, Georges Pompidou
avait été visiter l'Afghanistan, et De Gaulle avait été visiter d'ailleurs un autre pays aussi au Moyen-Orient. Comme quoi... Alors du coup, en fait, cela témoigne d'une forme d'évolution passive et pacifique vers un monde, entre guillemets, plus neutre et plus développé au sens occidental du terme. C'est une occidentalisation lente de l'Afghanistan qui s'était produite à l'époque. D'ailleurs, ça rejoint une théorie qu'il y a dans le livre de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, où Samuel Huntington explique qu'à une époque, on considérait que le modèle laïque occidental et le modèle même américain capitaliste étaient des modèles universels et que le monde devait arriver dans cette dynamique-là. Et à mon avis, ce qui a encouragé cette vision du monde, c'est justement le fait que des pays du Moyen-Orient se mettent à s'adapter et à s'inspirer des régimes français, des régimes libéraux, enfin voilà. Donc ça a lancé cette période-là. Alors du coup, que s'est-il passé ? Peu de temps après cette parenthèse laïque, le gouvernement a commencé à prendre des inspirations socialisantes et socialistes du coup, car à l'époque l'URSS était juste à côté, je vous le rappelle, et donc du coup, les États-Unis ont poussé les soviétiques à intervenir en Afghanistan en finançant les Moudjahidines et d'autres mouvements radicaux musulmans pour justement déstabiliser le pays. Et donc du coup, le régime communiste de l'époque a demandé une sorte d'intervention de l'URSS. Ce qui donc a amené, comme on le sait tous, à ce que les Russes se cassent les dents de nouveau sur ce fameux tombeau des empires qu'est l'Afghanistan. Donc les premiers à avoir financé les talibans et à avoir financé les extrémistes religieux au sein de l'Afghanistan, ce sont de nouveau les États-Unis, dans le cadre de cette stratégie politique, car ils savaient très très bien que les Russes allaient se casser les dents sur l'Afghanistan. C'est d'ailleurs écrit dans le Grand Échiquier. Alors du coup, en 1991, on a la chute de l'URSS, et une guerre civile du coup est arrivée en Afghanistan, donc de 91 à 1996. Puis après, les talibans reprennent le pouvoir après à ce moment-là. Alors, du coup, petit indice, on va parler maintenant de que s'est-il passé sous le grand progrès magnifique, social et économique de la gestion talibane, et depuis du coup l'intervention américaine en fait. Le Pakistan était 135e sur 190 à l'indice de développement humain. Donc l'indice de développement humain, ça prend le PIB, le pouvoir d'achat, le niveau d'éducation des jeunes, etc. L'accès à l'éducation. 4 ans plus tard, dégringole de 5 places, donc 140e sur 190e. Et de 96 à 2000, quand les talibans avaient le pouvoir en Afghanistan, l'IDH va rechuter. Ils vont tomber à la 162e place sur 190 places. Alors notamment c'est dû à quoi ? Aux politiques rétrogrades de l'époque, qui notamment font fuir les personnes les plus formées, les plus cultivées, et même une partie des femmes aussi. Enfin donc du coup, voilà. Une politique radicale musulmane dans cette région afghane a fait chuter l'indice de développement humain de nouveau de 22 places. Alors du coup, là on en vient à un événement fatidique, le 11 septembre 2001, l'intervention américaine pour, entre guillemets, se débarrasser des gens qui auraient fomenté les attentats du 11 septembre, à savoir Al-Qaïda et Ben Laden. Donc du coup, les États-Unis interviennent avec l'appui de l'OTAN, donc notre appui. Et donc du coup, il y a un engagement des États-Unis, alors qu'en fait, ce qui est assez ironique, les États-Unis s'engagent en Afghanistan, alors que leur stratégie des années auparavant était tout autre. Elle consistait à faire s'engager ses ennemis pour qu'ils se cassent la figure en Afghanistan. Donc en fait, les Américains font la même erreur que les Russes, sans s'en rendre compte en fait, au final, en pensant peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et on l'a bien vu, ça ne marche pas, car déjà, l'Afghanistan est un pays très complexe à gérer militairement, notamment de par son paysage montagneux, et de par le nombre de milices et le nombre d'ethnies qu'il y a à gérer dans ce pays. Donc par conséquent, il y a énormément de considérations culturelles qui rentrent en place, et les bases sont hyper compliquées à gérer, car c'est un territoire très compliqué à surveiller. On n'est pas sur une zone plate, on n'est pas en Belgique. Donc il y a déjà ça. Donc de 2001 à 2021, il y a la présence occidentale. Quel est le bilan de la présence occidentale en Afghanistan ? En fait, déjà, c'est 1400 milliards de dollars dépensés par l'OTAN et les États-Unis. Donc, par conséquent, en gros, il y a 1200 milliards de dollars qui ont été dépensés par les Américains eux-mêmes. Et il y a 200 milliards de dollars qui ont été dépensés par les alliés de l'OTAN. Donc, par nous. Donc, en fait, c'est un échec total complet de la politique américaine et de notre politique à nous, de la politique de l'OTAN. Car on a dépensé, en gros, 70 fois le PIB de l'Afghanistan depuis le début de l'intervention. Et il n'y a rien qui a changé. L'indice de développement humain a rechuté de 7 places. Maintenant, l'Afghanistan est 169e sur 190 places. Et on n'a rien changé au fonctionnement du régime. Il y a toujours eu autant de corruption. Par exemple, l'ancien président est parti du pays en volant 160 millions de dollars. Donc, comment voulez-vous qu'on suive un pays qui dépense autant d'argent avec aussi peu d'efficacité ? Ça ne va pas. Et autre chose aussi, il y a eu énormément de crimes de guerre de l'Occident en Afghanistan. Des bombes, des tortures, enfin voilà quoi, c'est quand même assez marrant. On a quand même aussi utilisé la plus grande bombe non conventionnelle, enfin la plus grande bombe conventionnelle du monde en Afghanistan.
c'est-à-dire une bombe non nucléaire qui fait à peu près la puissance de la bombe d'Hiroshima. Enfin, je veux dire, on a expérimenté des armes militaires sur les Afghans, en gros. La guerre propre, c'était pas le cas là-bas, hein. On a tué des innocents et des civils aussi. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? En fait, on s'en va de l'Afghanistan sous une décision unilatérale des États-Unis après la rencontre entre Mike Pompeo et les talibans au Qatar. En fait, pourquoi est-ce que les talibans reviennent? Pourquoi est-ce que d'un coup, ils émergent tels des fantômes qui sortent du placard? Bah, premièrement, ils reviennent certainement parce que les États-Unis les ont presque rendus sympathiques auprès de la population. Car au bout d'un moment, bah, quand vous bombardez un peuple, vous étonnez pas qu'il se dirige vers ceux qui proposent de le défendre, même si ce sont des sanguinaires. Et on l'a vu dans l'histoire. Il y a plein d'exemples historiques comme ça, hein, où le peuple se tourne vers des gens qui pourraient être assimilés comme étant des sanguinaires et des dangereux, et pourtant, bah, ils y vont quand même. Il y a les Khmers rouges en Cambodge, il y a les Viet Cong au Vietnam, Castro à Cuba, hein, que ce soit Castro et Che Guevara à Cuba, c'était pas joli non plus. On a Mao en 1949. Enfin, un peuple ayant un besoin absolu de retrouver son indépendance peut parfois, voire souvent, se tourner vers des gens qui le proposent, mais qui sont parfois des gens un peu sanguinaires. Car la volonté d'indépendance d'un peuple opprimé est toujours plus forte que tout. Surtout si ce peuple est persécuté depuis 20 ans. C'est pas en lançant des bombes sur un peuple qu'il va nous aimer. Et donc du coup, nous maintenant, nos erreurs occidentales, c'est ça. C'est de suivre un pays, les États-Unis, qui font que des erreurs en géopolitique depuis des années. Ce pays arrive à se faire haïr partout dans le monde, il fait haïr le monde occidental partout, là où pourtant, par exemple, le régime laïque français, pour le coup, avait réussi à rayonner de par son fonctionnement et a commencé à influencer différents pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Alors je ne dis pas que c'est très bien que les gens fassent comme nous, je ne dis pas qu'on a un modèle universel, mais en attendant, force est de constater que le bilan des États-Unis et de l'OTAN en 20 ans est beaucoup plus mauvais que le bilan du général de Gaulle, entre guillemets, avec son régime laïque en 20 ans. Si on avait réussi à avoir une politique d'influence culturelle et non militaire dans cette région, je pense qu'elle serait déjà beaucoup plus stable. Plutôt que d'aller jeter des bombes, tuer des enfants et torturer des militaires. Et alors aussi, autre aspect qui me fait doucement rigoler, les États-Unis, première armée du monde, grand stratège, etc., blablabla, on connaît la polémique, on connaît la propagande états-unienne. Depuis le début de l'intervention, 600 000 armes abandonnées, 600 000 armes d'infanterie, donc des pistolets mitrailleurs, des fusils, enfin voilà, abandonnées en Afghanistan. 162 000 outils de communication ont été abandonnés en Afghanistan aussi. 16 000 lunettes de vision nocturne ont été abandonnées en Afghanistan par l'armée américaine, ainsi que des appareils biométriques. Donc du coup, en fait, on pourrait dire que ce sont les États-Unis qui finissent par armer les talibans, en fait. Il y a par exemple, à côté de notre politique désastreuse, il y a une meilleure politique qui est celle de la Russie, de la Chine et de l'Iran, qui consiste à être beaucoup plus passible, beaucoup plus habile, notamment en la Chine en accueillant le Mollah Banabar, en expliquant forcément ce sont des pays frontaliers, aussi l'Afghanistan a un sous-sol très riche, notamment en or, en fer et en lithium. Et le lithium va représenter une des matières premières les plus importantes au XXIe siècle. Pourquoi ? Car vu l'avènement des voitures électriques, vu l'avènement des systèmes de batterie pour l'instant avec la fausse écologie qu'on nous vend, le lithium devient une matière très 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 importante. Et donc on est en train de se faire couper l'herbe sous le pied par d'autres pays. Nous on suit les Américains tête dans le guidon en lâchant des bombes sur l'Afghanistan, en essayant de stabiliser un pays à coups de milliards de dollars, tandis que de l'autre côté, il y a d'autres pays qui, eux, font de la diplomatie et ça se passe beaucoup mieux pour eux. Que faut-il faire en Afghanistan maintenant ? Maintenant, le problème est là. Les gens partent, le régime est déstabilisé, les extrémistes sont arrivés au pouvoir. Or, premièrement, déjà, première chose à faire, c'est prendre nos distances avec les États-Unis. Ne plus suivre les États-Unis en termes de géopolitique. À chaque fois qu'on le fait, on se casse la gueule et à chaque fois qu'on le fait, on a des problèmes qui se développent dans toutes les régions où ils interviennent. Il faut arrêter l'occidentocentrisme, c'est-à-dire d'arrêter que notre modèle social-démocrate, voire néolibéral, et aussi notre démocratie représentative parlementaire, etc., sont des régimes universels qui doivent être appliqués partout. Et que notre culture doit être appliquée et respectée partout. Il faut qu'on arrête de faire ça. Ça aurait pu marcher dans les années 60, à l'époque où c'était encore des zones pacifiées, où l'Occident n'avait pas encore trop été influencé l'endroit. Et maintenant, avec notre politique militaire belliciste, agressive et mal gérée, on a dépensé des milliards de dollars là-bas, on a déstabilisé le pays, on a rendu les gens plus pauvres que ce qu'ils ne l'étaient déjà, et on va croire que maintenant ils vont essayer d'accepter notre modèle. Bien sûr que non. C'est même de notre faute si les extrémistes reviennent au pouvoir là-bas. Il faut aussi prendre conscience qu'on a renvoyé l'Afghanistan plusieurs siècles en arrière. Enfin, je veux dire, renvoyer un pays entre guillemets à l'âge de pierre à coups de bombes, à coups de fusil mitrailleur, etc. On parle quand même d'un pays dont on a dépensé 70 fois le PIB pour essayer de le stabiliser. Pensez-vous que si on a dépensé 70 fois le PIB de l'Afghanistan là-bas, pensez-vous que ça a été pour nourrir les Afghans, les éduquer, stabiliser le régime, faire des politiques d'infrastructure ? Non, c'est même pas de l'aide au développement ce qu'on a fait.
On a donné tout ça au complexe militaro-industriel. C'est tout ce qu'on a fait. Alors du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, et là on en vient à la conclusion de toutes les polémiques que je viens de sortir, il faut qu'on tire le bilan et qu'on essaye de mettre en débat l'utilité et l'existence de l'OTAN, car maintenant, on voit très bien qu'en fait, le bilan de l'OTAN, il est loin d'être positif. Le bilan de l'OTAN, c'est des déstabilisations, c'est des morts, non, ça ne va pas. L'OTAN est une structure arriérée, elle a été créée pour faire bloc vis-à-vis du bloc soviétique de l'époque pendant la guerre froide, ce qui à l'époque pouvait se comprendre, mais aujourd'hui, l'OTAN n'a plus aucune raison d'exister. Du coup, autre gros problème qui va pouvoir se poser, et qui va même se poser avec cette arrivée afghane dans nos pays, ça va être déjà premièrement le problème culturel, et on l'a remarqué pendant la crise des migrants aussi, il y a eu un problème d'intégration culturelle, il y a eu des problèmes d'augmentation de la délinquance et d'autres faits divers qui montrent que une partie de ceux qui arrivent chez nous ne veulent pas s'intégrer et ne se tiennent pas correctement, donc ça, va falloir un petit peu y réfléchir. De l'autre côté, il y a un autre problème, c'est que parmi cette vague migratoire qui va arriver, elle arrivera. On a déstabilisé la zone, donc les gens vont partir. Parmi ces gens, il y a évidemment des éléments dangereux qui vont en profiter pour arriver chez nous, notamment des talibans, notamment même, pourquoi pas, des anciennes composantes d'Al-Qaïda, d'anciennes composantes de l'État islamique, que sais-je. Et donc là, va se poser un problème. Comment est-ce qu'on va mettre le filtre? Comment allons-nous filtrer cette population? Comment allons-nous empêcher que ça se produise, les problèmes, divers attentats, que sais-je? Il n'y a pas 36 solutions. Moi, la seule solution que je vois de ce point de vue-là, c'est de créer des safe zones. Des safe zones, c'est-à-dire des endroits où, en gros, le principe même d'une safe zone, c'est en gros, on place les demandes d'asile doivent être faites sur place, non pas dans le pays d'accueil, mais dans le pays de départ. Donc, du coup, il faudrait trouver des zones stabilisées, soit en Afghanistan ou aux frontières de l'Afghanistan, où on ferait accepter les demandes d'asile et où on hébergerait les gens le temps que leurs demandes soient acceptées ou refusées. Et le temps qu'on analyse qui est qui. Et du coup, là, se posent d'autres questions. Est-ce que la Chine, l'Iran et les pays frontaliers, même la Russie, etc., voudront coopérer avec l'OTAN dans ce cadre-là, ou en tout cas avec les pays qui ont déstabilisé l'Afghanistan? Et là, rien n'est moins sûr. Donc du coup, j'ai pas 36 solutions à proposer. Ou alors, il y a la solution de ne pas les accueillir. Alors là, on est face à deux contradictions, à une contradiction, à savoir que c'est nous qui avons foutu le bordel, parlons franchement, c'est nous qui avons foutu le bordel, et de l'autre côté, on va pas assumer les pots cassés. Que faisons-nous? C'est ça le truc. Voilà. Or, est-ce qu'on doit aussi poursuivre les États-Unis pour crimes de guerre là-bas, et donc du coup leur donner la responsabilité de l'accueil des migrants? Ce serait assez cocasse, mais je pense pas que ça se passera. Donc voilà. J'avoue que pour le coup, en termes de solutions, j'ai pas énormément de trucs, car c'est extrêmement épineux comme problème. Mais au moins, comme ça, on aura un petit peu refait un petit bilan de la situation afghane. Alors ça a été vite fait, café du commerce, comme vous le savez. Donc voilà. Or du coup, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de croire que, sous prétexte d'intervention politique, géopolitique, pour stabiliser, amener la démocratie, il n'y a pas d'intérêt militaro-industriel derrière. Hein. Les 1400 milliards, je pense qu'il n'y en a même pas eu un seul dans la poche des Afghans. Au revoir à tous et à toutes, c'était Margoulax, et merci. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu sur celle-ci et à la partager tout autour de vous. Si la chaîne vous plaît, si mon travail vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous voulez me soutenir, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux en description, à savoir Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas, le débat c'est le plus important. Si vous voulez discuter, je vous invite à aller sur Twitter et sur Facebook. Au revoir à tous et à toutes, c'était Margoulax et merci.